La femme était assise près de la fenêtre, guettant son fils. Lorsqu'elle aperçut sa silhouette élancée, elle enfila rapidement ses pantoufles et descendit les escaliers en courant. Elle sortit, courut vers lui et le regarda dans les yeux avec espoir. « Eh bien, ils t'ont libéré » demanda-t-elle. « Non, maman, je suis apte au service, » répondit-il. « Comment ça, apte ? Regarde-toi, tu es voûté et tu as une sinusite chronique, » s'exclama-t-elle. « Maman, arrête. Pourquoi pleures-tu ? Les voisins regardent. C'est mon devoir d'homme de servir mon pays pendant 2 ans. J'apprendrai à tirer et à pratiquer toutes sortes de sports, dit-il. Quel genre de sport ? Sa mère pleurait encore plus fort, s'essuyant le nez avec un mouchoir. J'ai entendu ce qu'ils font avec les garçons dans l'armée, et tu ne pourras pas te défendre. Soudain, ses yeux s'illuminèrent. Je viendrai avec toi, dit-elle. Comment ça, viens avec moi. Tu ne peux pas aller à la base, dit-il. Je n'irai pas à la base, je resterai à proximité. Je te cuisinerai à manger et je te l'apporterai à la porte, dit-elle. Mais ils nous nourrissent là-bas. Il a protesté. Bon, peu importe. Je resterai à la porte le soir pour que tout le monde sache que tu as quelqu'un pour te protéger et qu'on ne te brutalise pas, a-t-elle dit. Albert soupira. Pauvre mère. Lorsqu'elle apprit qu'elle était enrôlée, elle courut chez le médecin à la recherche de n'importe quelle maladie qu'elle pourrait trouver. Son dossier médical. Elle soupira, incapable de trouver des problèmes sérieux. Et puis elle a eu cette idée. Ils étaient en train de déjeuner. Sa mère regarda dans le vide et dit d'une voix étouffée. « Albert, tu dois faire semblant d'être un homme non conventionnel. Qu'est-ce que tu veux dire ? Que je ne m'intéresse pas aux filles. Maman, de quoi tu parles ? Comment veux-tu que je fasse ça ? Le gars a dit qu'on devait aller à l'hôpital psychiatrique pour faire des tests. Et ensuite, ils nous mettront dans une base de données, a-t-il dit. Bon, alors vas-y. Ou mieux encore, qui est à la commission ? Un major ? Eh bien, va lui faire la bise, dit-elle. Albert rit, imaginant la scène, comment M. Howard, un homme costaud et chauve, descendait le couloir, avec Albert qui courait après lui. Ses lèvres peintes tremblaient et il dit « Mon amour, pardonne-moi. Ne m'envoie pas à l'armée. » Le jeune homme regarda sa mère et cessa de rire. Comment pouvait-il lui expliquer qu'il était déjà un adulte ? Il n'était plus le petit garçon mignon en collant bleu avec un lapin dans la main, mais un adulte indépendant. Il était plus grand que sa mère. Sa mère, Miss Peterson, lui avait donné naissance grâce à un homme gentil qui l'avait aidé à réaliser son rêve d'avoir un bébé mignon, doux et parfumé de lait pour espérer et subvenir à ses besoins dans le futur, un soutien de famille dans sa vieillesse. Le père a rempli sa fonction et n'a plus été autorisé à entrer dans leur vie. Apparemment, il n'était pas particulièrement impatient de disparaître de leur vie, sans même laisser d'adresse. Mais qui s'en soucie ? Il devait quand même aller à l'armée. Mademoiselle Peterson organisa un véritable départ en convoquant ses amis, sa famille et ses camarades de classe. Elle les fit asseoir à table tandis qu'elle pleurait. Les invités buvaient et ne savaient pas s'ils étaient à une fête ou s'ils étaient éveillés. Et la mère pleurait et tenait son cœur. Et le lendemain, elle l'accompagna au bureau d'enrôlement. Les oreilles d'Albert brûlaient de honte, il était un homme adulte, mais toujours avec sa mère. Mais elle le serra fort et il ne put s'échapper. L'officier d'enrôlement se tenait à côté du bus et la mère s'est précipitée vers lui. « S'il vous plaît, n'envoyez pas mon petit garçon dans des pays chauds. Il a les cheveux clairs et chaque été, il a des insolations. Allez, maman. Tu as aussi apporté un chapeau ? Ah oui, un chapeau. Je reviens tout de suite. » Le garçon qui se tenait près du bus rit et regarda Albert et l'officier, expliquant à la mère qu'elle n'était pas nécessaire ici, se dirigea vers le bus. « Eh bien, soldats, nous allons faire la distribution maintenant. Alignez-vous. Restez au garde à vous. » Albert écoutait où allaient les conscrits. Il s'agissait de villes proches. Chanceux. L'officier hésita alors. « Peterson, est-ce celui dont la mère apportera un chapeau ? » « Oui, c'est moi, » répondit Albert. « Ta tête devient trop chaude, c'est ce que ta mère a dit. Tu ne peux pas aller dans un endroit chaud. Tu iras dans le froid du nord. » Il y eut un grand éclat de rire. Le voisin poussa Albert sur le côté. « Ta mère t'a piégé. »
Et maintenant, ils vont t'envoyer à Goshawk? Albert se détourna, l'esprit en ébullition. Qu'est-ce que Goshawk? D'où viennent les oiseaux du Nord? C'était peut-être le nom des forces de missiles. Il serait préférable de l'appeler Dove. En fin de compte, c'était plus simple. Goshawk David est un sergent de l'unité Nord. Un sergent gentil, juste et très fort. Ensuite, les gars ont été répartis et affectés à des bus. Le bus est arrivé à la gare et là, les gars ont pris le train. Beaucoup ont voyagé pendant un jour ou deux. Mais Albert a eu de la chance. Il a dû se secouer en jupe écossaise pendant 5 jours entiers. Le Nord, bon sang, c'était loin. Ils arrivèrent tôt le matin à la gare et l'air glacial se faisait déjà sentir. Sortant le manteau de fourrure de son sac à dos et les bottes de feutre fournies par l'unité, Albert se changea et sortit sur le quai. Il faisait si froid et si venteux que ses oreilles bourdonnaient. 5 autres gars, tous emmitouflés, se balançaient d'un pied sur l'autre. Et où aller maintenant? Ils ont dit qu'ils nous retrouveraient. Pas de bus ni de voiture. Oh, il y a un camion. Tu plaisantes? C'est une sorte d'épave. Oui, ils font peur aux enfants avec ça dans le musée. Un grand gars s'est approché et a donné un coup de pied dans le pneu, a regardé par la fenêtre. Regardez, la machine est attachée au frein à main. Le gars s'est moqué de la voiture disgracieuse et a soudainement senti que quelque chose n'allait pas. Il se retourna et vit un homme debout à côté de lui en uniforme. Il avait l'air menaçant et ridé. « Tiens-toi droit. Comment t'appelles-tu? » John Reed. 3 jours de punition. Pourquoi? Les yeux du type s'écarquillèrent de surprise. Pour manque de respect envers les moyens de transport de l'unité. Que ai-je fait? Le gars n'a pas abandonné. 4 jours. Si tu dis encore un mot, je vais chercher la corde. John resta silencieux, les sourcils froncés d'offense. Qu'est-ce qu'il se passe avec la corde? Est-ce qu'ils vont l'attacher? Le soldat se présenta. Je suis le lieutenant David Gashog, le commandant de l'unité. Et à partir de maintenant, je suis ton père, ta mère et ton juge. Maintenant, monte dans la voiture. Le vieux camion gémissait sous le poids des 5 nouvelles recrues qui grimpaient dans son intérieur rouillé. Albert jeta un coup d'œil au cadre rouillé du siège. Est-ce qu'il tiendrait le coup? Ils se dirigèrent vers un poste de contrôle inconnu et virent un beau bâtiment. Une maison à 2 étages avec des moulures décoratives sous les fenêtres, des grilles soignées aux fenêtres et un petit parc derrière la maison. Un petit gars chuchota à Albert. Ouf, c'était proche. J'ai entendu dire que c'était un point central du signal. Nous allons nous occuper des radios et des emplacements. Qu'est-ce que tu murmures là-bas? Pourquoi es-tu avachi? Mets-toi au garde à vous. Le sergent aboya et, regardant sa montre, se mit à faire les 100 pas devant la maison. Les gars rentraient le ventre, observant les pas du commandant. Soudain, le sergent s'arrêta, étira sa moustache et sourit, et regarda au loin. Il y avait une tache sombre sur la neige. Les gars se regardèrent. L'endroit s'agrandit et se transforma en grand traîneau tiré par des rennes. Léo, toi le vieux marchand de fourrure. Tu ne m'as pas laissé tomber. Le sergent serra dans ses bras un homme ridé, à la peau sombre, qui sentait le tabac à des kilomètres à la ronde. Tu m'as apporté de nouveaux aigles, David? Des aigles? Plutôt des pingouins. Peu importe. Je vais les transformer en hommes. Que attendez-vous? Marchez vers les traîneaux. Il n'y avait aucun endroit où se cacher du vent. Elle parcourait le désert enneigé, jetant de la neige au visage des gars. Les nouvelles recrues se blottissaient comme des moineaux, enfouissant leur nez dans le col de leur parka. La neige était partout, devant et derrière. Où les emmenait-on? On ne savait pas exactement. Au bout d'1 heure, une maison apparut au loin. Elle semblait provenir d'un autre endroit. Des murs blancs comme neige, une clôture en béton lisse, blanche elle aussi. Bon, on y est merci, Léo. Sortez, alignez-vous. Marchez jusqu'à la porte. 2 gars se tenaient devant la grille en fer peinte en blanc, leur corps raide comme une planche, tandis qu'ils observaient un petit groupe de nouvelles recrues avec un regard perçant. Eh bien, les gars, notre unité est une ancienne base secrète, une base de réparation navale sur cette mer. Votre devoir est de protéger les biens du pays comme votre propre mère, de les chérir et de les nourrir comme une femme bien-aimée. Compris?
Oui, monsieur, ont-ils répondu. Vous apprendrez à piloter des navires de guerre, à les réparer et à les entretenir en bon état militaire. Compris? Oui, monsieur. Maintenant, attendez. Le sergent viendra vous montrer tout. À l'aise. En attendant, les garçons ont discuté de leurs impressions. Je me demande quel genre de navire il y a. Est-ce qu'on va naviguer? Oui. Je me demande s'il y a des brise-glaces nucléaires ici. J'ai toujours voulu en voir un. L'unité s'est avérée petite, avec seulement 11 personnes, dont les nouvelles recrues, un cuisinier, un électricien et des entrepreneurs. Le lendemain, on leur a montré un immense hangar et les garçons ont été déçus. Attendez, ils ne sont pas en état de naviguer? Demandèrent-ils en regardant la rangée de navires. Que attendiez-vous, naviguer sur les mers? Bien sûr que non. Mais si une catastrophe survient, ils serviront toujours notre patrie. Malgré le vernis et la peinture fraîche, le pont était pitoyable. Il était désespérément démodé. Albert avait l'impression que les ponts allaient s'effondrer sous le poids de leurs pas. Camarade adjudant, qu'en est-il du bateau à chauffage à vapeur? Assez parlé. Prenez vos chiffons et nettoyez les ponts. Le service s'est bien passé, formation, petit déjeuner, cours. Mais l'adjudant était bizarre. Il leur faisait faire beaucoup de choses inutiles, et lui désobéir n'était pas une option. Je ne comprends pas pourquoi nous le nettoyons tous les jours. Chaque jour, bon sang. On devrait juste le jeter. Cette rouille ne vaut même pas la peine d'être recyclée. Et la chaudière? C'est une absurdité totale. Une fois par semaine, toute l'unité se réunissait pour inspecter le bateau délabré, qui ne pouvait que couler. Ils respectaient tous les points du protocole et toutes les cérémonies. Soldat Rivera, allumez le bois. Oui, capitaine. Notez l'inspection du tirage dans le journal. Oui, capitaine. Mais les caprices du sergent ne s'arrêtaient pas là. Souffrant d'oisiveté, il trouva un moyen d'égayer son quotidien monotone. Il a inventé un parcours de gorille des neiges et l'a dirigé personnellement. Très bien, soldat. Nous commencerons à construire un igloo vendredi. Tu sais ce que c'est? Une maison de glace. Et tu y vivras pendant 1 mois. 1 mois? Grommellent les nouvelles recrues. Pourquoi? Arrête de me demander pourquoi. Tu pensais être venu à l'armée pour te prélasser? Pour manger de la soupe aux champignons? Bref, 1 mois sans aucun avantage de l'unité. Je te donnerai du matériel et tu attraperas du poisson. C'est ce que tu mangeras. Dans 1 semaine, nous irons chasser les phoques et les renards. Je t'apprendrai à tisser des filets, à chasser et à sécher le poisson pour la chaudière. Camarade sergent, pourriez-vous m'expliquer le but de cet événement? Demanda Albert le plus gentiment possible. Le but? Que vous puissiez tous survivre dans les conditions du Nord sans aucune aide extérieure, sans rations sèches et autres luxes. Vous apprendrez à coudre un manteau sans aiguille ni fil pour vous tenir chaud dans des peaux d'animaux non traités. C'est clair? C'est clair. Ils espéraient que le sergent plaisantait. Mais ce n'était pas le cas. Le lendemain matin, il leur donna une scie et une pelle et les conduisit dehors. Bon, soldats, on scie la neige. On fait des rectangles. Voici un modèle en carton pour vous. Transportez la neige et déposez-la sous ma surveillance. Le sergent était assis sur une chaise pliante, sirotant du thé dans un thermos et surveillant. Quand l'igloo fut prêt, les gars demandèrent « Comment dormirons-nous ici? Avons-nous besoin de traîner un lit d'un autre endroit? Je vous l'ai dit, sans le luxe de la civilisation. Prenez des pots dans l'entrepôt, ce sera votre matelas et votre couverture, répondit le sergent, qui leur laissa ensuite de la graisse de phoque et des allumettes, en leur disant « Déterminez vous-même. » Le matin, formation à l'igloo pour l'exercice militaire. Changement de garde toutes les 3 heures. Pourquoi boudes-tu? Je ferai de toi un homme. John regarda tristement les portes du camp et dit « Goshawk a complètement perdu la boule. Nous vivons ici comme des sauvages, mangeant le même poisson pour le 5e jour consécutif. Demain, nous partirons en mer pour chasser les phoques. Goshawk mettra le bateau à l'eau juste pour ça. Nous avons passé 3 mois à nous entraîner pour cela. Je ne supporte pas cette puanteur, se plaint Oscar, un garçon du Sud qui a du mal à supporter les conditions glaciales.
Nous avons un hangar rempli de bois de chauffage et nous chauffons cette auge avec du poisson séché. Les gens du coin font ça quand ils n'ont pas de bois de chauffage. » Il s'est moqué du sergent. Savez-vous ce qu'il a dit au cuisinier hier? Le cuisinier lui a demandé pourquoi il avait isolé les gars derrière la clôture, en disant qu'ils pourraient essayer de s'échapper. Et le sergent lui répondit, « Où vont-ils fuir? La route la plus proche est à 80 km. » Bon sang! Tout le monde s'était habitué aux caprices du sergent et ne considérait le service militaire qu'avec philosophie. La seule chose qui les dérangeait était l'ennui. Il n'y avait aucune possibilité de se divertir dans le petit camp. Quand Goshawk oubliait de proposer de nouvelles tâches, il envoyait les soldats à la bibliothèque. « Voici votre matériel de lecture, l'histoire de la flotte navale. Mémorisez les pages 1 à 50, disait-il. Camarade sergent, le manuel commence à la page 5 et non à la page 1. La table des matières se trouve à la page 4, a fait remarquer un soldat. John, quand as-tu été en cellule de punition pour la dernière fois? Fais ce que te dit ton chef de peloton. Dans l'armée, les ordres ne sont pas discutés, ils sont strictement respectés. Il s'est avéré que les gars vivaient presque toujours dans des casernes. Ils allaient au terrain d'entraînement militaire pour les exercices et les repas. Le reste du temps, ils apprenaient à vivre dans les conditions difficiles du Nord. « Ah, j'aimerais avoir une fille ici, » soupira John, allongé sur une fourrure. « Tu rêves. D'où vont-ils venir? » répondit son ami. « Eh bien, j'ai vu des gens du coin qui vivaient à proximité, à environ 4 kilomètres. Je n'ai pas pu dire s'ils avaient des filles. Ils étaient tous couverts, seuls leurs yeux étaient visibles, a dit John. Mais John a néanmoins réussi à repérer une silhouette qui s'affairait autour d'un traîneau avec un renne. Il s'approcha d'elle avec assurance et sourit. Il était grand, large d'épaules et avait les yeux bleus. Il lui fit signe qu'il venait de la base militaire et sortit un poisson séché de son sac à dos. La jeune fille sourit timidement. Le soir, John raconta son aventure à ses amis. Elle m'emmena dans sa yourte. Ils étaient en train de manger et ils m'ont servi de la soupe dans un bol, en souriant et en me disant de m'asseoir. Ils disaient quelque chose, mais je ne comprenais pas un mot. Et la fille me regardait en cachette, elle avait l'air un peu timide, mais ses yeux brillaient, a dit John. Elle est jolie? Demanda son ami. Elle va bien. Elle a les yeux noirs, de longues tresses brillantes. Mais je ne voyais pas grand-chose d'autre sous son manteau de fourrure, répondit John. Et tu ne verras pas grand-chose d'autre. Ils ne te laisseront pas t'approcher trop près d'elle, dit son ami. Pourquoi pas? J'ai entendu dire qu'ils avaient pour coutume de laisser les hommes étrangers épouser toutes leurs femmes. Alors, quel est le problème? Je suis prêt. J'ai eu la moitié de la ville dans mon lit avant d'être enrôlé, dit John. Les garçons ont ri. Eh bien, c'est bien de rêver, Roméo. Tu ferais mieux de te concentrer sur la pêche au filet, sinon Goshawk fera fuir ta future épouse, ont-ils dit. Mais John ne les écoutait pas. Il regardait au loin, les yeux plissés. Et la nuit, il se faufilait hors de l'igloo et disparaissait jusqu'au matin. « Où vas-tu toujours avec cette pelle ?» lui demanda l'un des gars. « Les gardes à l'entrée ne dormiront pas. Ils le signaleront au sergent. »« Dis-moi juste que je suis allé aux toilettes, » répondit John. « Ils ne me verront pas. Mais peut-être que je suis timide. Et je prends la pelle pour creuser un trou et m'enterrer la taille comme un chat. Tu devrais prendre soin de tes petites couilles, minou. Si le sergent l'apprend, il te castrera pour ne pas te distraire de tes devoirs. » Mais John sourit sournoisement et, attendant la tombée de la nuit, prit la pelle et sortit de l'igloo. « Où va-t-il toujours » demanda Albert au gars. « Je ne sais pas. Peut-être qu'il creuse un tunnel pour courir vers la fille pour un rendez-vous. Mais cela s'est avéré plus simple. » John voulait se montrer et a emmené Albert avec lui. « Allez, je vais te montrer quelque chose, » dit-il. « Mais on va se faire prendre, » répondit Albert. « Ne t'inquiète pas. Tout le monde dort à la base. » Ils ont marché pendant environ 40 minutes. John a soigneusement choisi les parties les plus solides de la neige pour éviter de s'enfoncer. « Je te vois venir souvent ici ?» demanda Albert. « Ouais. Regarde là-bas. » Albert remarqua un trou dans la neige. Il s'en approcha et vit l'igloo, astucieusement caché. La colline n'était pas grande,
mais derrière elle se trouvait un amas de neige en forme de dôme. « Pourquoi as-tu volé l'appel de la base? Et à quoi ça te sert? » Tu verras. John le tira par la manche jusqu'à son habitation. Albert grimpa dedans et fut stupéfait. Il y avait une jeune fille, jolie et timide, assise dans la cabane. Ses cheveux noirs lui arrivaient aux genoux. Ses yeux couleur cerise étaient étincelants et vifs. La fille était assise sur une fourrure et il y avait plusieurs bols de nourriture devant elle. Elle sourit timidement, montrant ses dents blanches et droites, et l'invita à la table. « Voici Ruby. Assieds-toi, dînons ensemble, dit-elle. « Tu es fou? Ses parents savent qu'elle est avec toi? » protesta Albert. John hésita. « Eh bien, ça ne les dérange pas. Elle vient avec moi et ils ne l'en empêchent pas. Qui sait quelles sont leurs coutumes? Tu veux que je te trouve une épouse aussi? Non. Dois-je rester dans un bataillon de punition jusqu'à ma démobilisation? Eh bien, fais comme tu veux. Mange, ne contrarie pas l'hôtesse. » John répondit. Albert essaya un peu de politesse, posa la main sur son cœur et remercia l'hôtesse. Il essaya de ne pas la regarder fixement, sentant sa timidité. « Je vais y aller maintenant, je ne dérangerai pas ton idole, » dit-il. « Est-ce que tu trouveras ton chemin? » demanda John en serrant dans ses bras la fille aux yeux noirs. Il était clair que le gars ne pensait pas du tout à son ami. Les évasions nocturnes de John passaient inaperçues. Le joyeux luron revenait le matin, tapait sur la fourrure, et à 7 heures, se rendait à l'unité pour faire son rapport. Le service se prolongeait avec des journées monotones. Goshawk leur a proposé de nouvelles activités et a également nettoyé de vieux bateaux. Jusqu'à ce qu'un soir, John, perplexe, se précipite dans la tente. « Les gars, nous avons besoin d'aide. » « Que s'est-il passé? » « Les habitants sont venus dans notre tente. »« Est-ce que tu t'es battu avec eux? » ?»« Non, avec des tambours et des rubans et tout. Il me dit quelque chose et me serre la main, mais je ne sais pas quoi faire. Ils me suivent. » Albert jeta un œil hors de la baraque. Et en effet, il y avait environ 7 personnes portant des manteaux multicolores. Ils chantaient et agitaient des rubans. L'un d'eux agitait un tambourin et tirait sur quelque chose dans une langue incompréhensible. Peut-être que c'est un jour férié pour eux? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi, bon sang? Et s'il le disait à Goshawk? On dirait que j'ai des ennuis, pensa Albert. Le cortège s'arrêta devant les portes de la base militaire, fredonnant et dansant. Les gardes appelèrent le porte-drapeau. John pâlit et au cas où, redressa sa boucle et ses boutons, relut le règlement et se tut avec son livre. Autour des palombes et sortit au poste de contrôle. Que veulent-ils? Je ne sais pas, camarade sergent. Et que disent-ils? Eh bien, nous ne comprenons pas. David sortit derrière la palissade. Que veux-tu? Et ils répondirent, mais rien de compréhensible. Le porte-drapeau écouta attentivement. 9. Quoi, 9? Je ne te donnerai pas de carburant. Ne me le demande pas. Puis un groupe de rennes apparut au loin, avec des pompons de fourrure sur leurs bois et des pièces de monnaie autour de leur cou. Ils ont fait sortir une fille de l'équipe, un manteau à motifs, un chapeau à franges et des robes brodées de pièces de monnaie. Les gens ont chanté joyeusement leurs propres chansons. Le sergent a juré et a sorti son téléphone portable. « Léo, mon pote, tes gens sont venus me voir. Ils veulent quelque chose. Ils chantent des chansons. Est-ce une sorte de fête? » L'homme rit. « C'est un mariage. La jeune fille est déjà arrivée, habillée. »« Oui, » répondit le sergent étonné. « Eh bien, donnez-leur le marié. Ils ne partiront pas avant de l'avoir vu. »« Quel marié? Écoutez, venez et demandez ce qu'ils veulent. » Le sergent-chef regarda avec horreur une grande marmite sortir du traîneau et un feu s'allumer. « À quoi pensez-vous? Sortez d'ici, tout de suite !» cria-t-il. Mais les hommes l'ignorèrent et continuèrent à monter le camp comme s'il n'était même pas là. 3 heures plus tard, Léo arriva et sauta de sa motoneige. Il se dirigea vers ses camarades et découvrit rapidement ce qui se passait. Il s'approcha alors de Goshawk et lui dit « Votre soldat a conçu un enfant avec une jeune femme du coin. C'est pourquoi ils sont venus ici pour partager leur bonheur et célébrer le mariage selon leurs coutumes.
La moustache du sergent-chef tressaillit dans une danse de colère et son nez et ses joues devinrent rouges. Dans cette unité, même une mouche ne peut pas entrer sans ma permission. Et voilà qu'une fille s'infiltre. Et puis il s'est souvenu de l'aiguille. Il ouvrit la bouche pour parler, puis la referma et se dirigea rapidement vers la salle de classe. En entendant ces pas lourds, les élèves comprirent que des ennuis allaient arriver. Ils baissèrent la tête et s'enfouirent dans leur manuel. Le sergent-chef fit irruption dans la pièce et cria depuis la porte. « Qui a osé coucher avec une femme du coin ?» Il était si rouge qu'il semblait sentir de la vapeur sortir de ses oreilles. « Je vous demande qui ? Personne ne parle ? Eh bien, je vais le découvrir moi-même. » Il s'approcha de la mariée et lui demanda qui c'était et quel était son nom. « Léo, traduit, dit timidement la femme, et il hocha la tête. « John, dit-elle, et le sergent-chef répéta, « John ?» La femme hocha la tête et le sergent-chef serra les poings et se précipita vers la caserne. John était assis là, ne sachant pas où se cacher. Il se dit qu'il allait devoir faire face à la situation. Le sergent-chef fit irruption et le saisit par la poitrine. « Que fais-tu ici? Pour défendre la patrie? Tu n'as pas assez de femmes pour te satisfaire dans l'armée? Je vais te montrer de l'amour tout de suite. Maintenant, sortez d'ici, aboya-t-il aux autres. » Les soldats regardèrent avec horreur le sergent-major déboucler sa ceinture et frapper John. « Enlève ton pantalon, hurla-t-il. Et vous, sortez d'ici. » Il ramassa la première chose qu'il trouva et la jeta sur les autres soldats. Ils se faufilèrent dans le couloir, fermèrent la porte derrière eux et se rassemblèrent les uns contre les autres. Le sergent-chef tira si fort sur sa ceinture que la boucle tomba. Il jura et regarda autour de lui. Puis il attrapa un balai dans le placard et s'approcha de John. « Enlève ton pantalon, ordonna-t-il. Les garçons entendirent le cri de douleur de John et la voix menaçante du sergent-chef. « Tu apprendras à utiliser ton truc correctement. » L'exécution dura environ 5 minutes. Après s'être défoulé et fatigué, le sergent-chef quitta le bureau, suivi de John, en se frottant les fesses. Tout le monde retourna rapidement à ses couchettes. Il ordonna. À côté de l'entrée de la caserne se tenait Léo. Il vit le sergent-chef, s'approcha de lui et lui dit « Ils t'attendent. Ils sont déjà en train de faire des tapis pour mettre dans ta tente. Que dois-je leur dire ?» Le sergent-chef mit les mains dans ses poches et réfléchit. « Si j'avais su qu'il inventerait ça, j'aurais voulu le faire pour le mieux. »« Oh, laissez-le se démêler. »« Attends, » ordonna l'homme et il s'éloigna. John était allongé sur le ventre, frottant son poing sensible. Ce balai était brutal. « Tout comme la ceinture de mon père, » dit-il. « Tu t'en es tiré à bon compte. »« Tu sais ce qu'ils veulent » répondit son ami. « Non, je ne comprends pas un mot de leur langue. »« Bon sang, ils reviennent. » John se tourna rapidement vers le mur. Le sergent-chef est entré et a dit « Allez leur parler et voyez ce qui se passe. Elle est enceinte et c'est un mariage. Ruby est enceinte. Que faire maintenant? Coupe ton truc et donne-le à son père. Tu as fait ce bazar, alors explique-le. Lève-toi et ne te cache pas. Tu aurais dû y penser plus tôt. » John se rendit à la fête et s'approcha timidement de Léo. Ruby le remarqua et courut vers lui, le serrant joyeusement dans ses bras et babillant de joie. « Elle est contente que ton méchant patron t'ait laissé partir, » traduisit Léo. « Qu'est-ce que tu vas faire? » La fille regarda John avec une telle confiance, ses yeux brillants de joie. John se sentit gêné. Tout le monde le regardait et souriait. « Vous, les Européens, vous êtes aimés ici. Vous êtes toujours venus avec gentillesse. Et nous te faisons confiance. J'espère que tu es un fils digne de ton peuple. » Ruby se blottit contre la poitrine de John, le regardant avec dévotion. John la serra fort dans ses bras et soupira. « Très bien, marions-nous. » Les festivités durèrent toute la nuit. Le sergent était assis dans son bureau, regardant par la fenêtre. Il dansait, accrochait des rubans au scélérat et cet idiot souriait. Il tenait sa fille près de lui, buvant dans la même tasse. Oh, si on l'apprend au bureau militaire, quel scandale ce sera. Tu resteras assis avec les galons éternels de sergent. John est arrivé à l'aube. Camarade sergent, pardonnez-moi mes libertés. Je suis prêt à me racheter. Puis-je aller au bataillon pénal?
Vous êtes un imbécile. Le sergent le gronda gentiment. Que vas-tu faire de la fille? Eh bien, nous nous sommes mariés selon les coutumes locales. Je lui ai donné l'argent que ma mère m'a envoyé. Et alors? Camarade sergent, est-ce qu'on peut se voir de temps en temps? Après tout, ma femme est enceinte. Espèce de diable effronté. Bon, baisse ton pantalon. Le gars a docilement baissé son pantalon. Le balai de boulot est dans la classe. Je l'ai lavé hier. Le temps passa et le scandale s'apaisa. Les garçons furent transférés dans une nouvelle unité, où ils continuèrent à nettoyer les navires et à étudier les manuels scolaires. David abandonna son idée de survie dans le Nord et les garçons s'installèrent dans leur nouvelle routine. Des jours mornes, les mêmes visages. La vie n'était que plus animée pour John. Il avait le droit de voir sa fiancée. Une fois par semaine, pendant 2 heures, ils avaient le droit d'aller dans l'igloo où vivaient les garçons. « Tu as de la chance », s'exclama Jacob avec envie. « Comment va-t-elle » ? Elle va bien. Son ventre est déjà rond. Aujourd'hui, elle a appris 8 nouveaux mots. Et son père m'a donné un dictionnaire, un cahier avec leurs mots et leurs significations. Tu comptes t'installer là-bas? Les garçons ont ri, sauf John. Attends, tu es sérieux? Albert a écarquillé les yeux. Eh bien, pourquoi pas? Tu sais, tout est si simple et chaleureux là-bas et c'est si calme. Pas de voiture, pas d'agitation stupide comme en ville. Son père voulait m'acheter une voiture. Je lui ai dit d'envoyer une partie de l'argent ici. Ruby est sur le point d'accoucher. Il faut payer la sage-femme ou peut-être l'envoyer à l'hôpital en ville. Il vient de dire tout cela si calmement que les garçons ont compris qu'il avait déjà pris sa décision et ils ont arrêté de le taquiner. Avant d'accoucher, John n'était plus dans son élément. Il restait quelques jours avant l'accouchement. La sage-femme l'a examiné et lui a annoncé que la date prévue de l'accouchement était arrivée. « Ne t'inquiète pas, tout ira bien », dit John en essayant de se calmer. Gauchoc a dit qu'il l'appellerait quand elle accoucherait, mais le gars ne pouvait pas rester assis. 2 jours plus tard, le sergent est entré dans la classe et a dit qu'elle avait accouché d'une fille. John se leva d'un bond et regarda le sergent d'un air suppliant. « Je comprends tout, vas-y. Mais reviens dans un jour. » John est revenu comme prévu. « Comment va-t-elle? » « Elle va très bien. La petite fille est si mignonne. Ils l'ont appelée Ivy. » John a fait preuve d'une fierté masculine évidente. J'ai écrit à ma mère pour lui demander d'envoyer plus d'argent pour aider la famille de Ruby. Bon sang, encore une année de service. Le sergent l'a appelé et lui a ordonné d'appeler quelqu'un avec un traîneau. Je veux offrir un cadeau au bébé. Très bien, camarade sergent. Une semaine plus tard, John est allé à un rendez-vous et est revenu sur un traîneau. Il a fait son rapport à David qui a appelé les gars. Voilà, amenez-le. 4 d'entre eux se rendirent à la grange et firent rouler un tonneau, le poussant vers le traîneau. Les habitants du coin le regardèrent et remercièrent le commandant. Il caressait sa moustache avec contentement. Bon, ça, c'est pour les jeunes. Regardez ce qu'il a fait. Albert a donné un coup de coude à John. Il leur a donné un baril entier de diesel. Quelle générosité! Dans l'unité, tout le monde était heureux pour John. Il pouvait voir à quel point il aimait sincèrement sa fille et comptait les semaines jusqu'à sa démobilisation. Et finalement, le jour J est arrivé. Les gars, prêts et heureux, attendaient les traîneaux qui les emmèneraient en ville. Et, ne m'oubliez pas. John courut vers eux. Attends, tu ne restes pas? Bien sûr que je reste. Je dois aller au magasin en ville. Ruby et moi allons bientôt coudre notre yourte. Nous avons fait une liste de choses que nous devions acheter. David a fait ses adieux aux derniers soldats démobilisés et a soupiré. J'ai essayé de faire d'eux des hommes. Mais un seul d'entre eux semble avoir réussi.